la réunion, c'est tout à fait normal. Voilà, donc soyez les bienvenus à cette formation sur comment réussir son entretien d'embauche, produire un CV et une lettre de motivation de qualité. Euh, Nous avons mis cela à votre connaissance la semaine dernière et nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Et nous allons commencer ces moments sans plus tarder pour essayer de respecter et de rester dans les temps. Déjà, vous pouvez voir sur votre écran le programme que nous allons suivre. Nous sommes déjà à la deuxième étape, l'accueil des participants. Et la formation sera dispensée par moi-même, la sœur Gaëlle et Gamaliel. Et nous aurons aussi un moment d'échange pratique, de partage d'expériences concrètes avec Marco, le frère Marco, pour ceux qui sont à l'église, mais sûrement ceux qui vont participer ne sont pas que de l'église. Donc, parfois, on pourra oublier de dire frère ou sœur, donc ne soyez pas frustrés pour cela. Et il y aura un moment de questions-réponses. Voilà, donc sans plus tarder, je vais solliciter Marco pour faire la prière d'ouverture pour recommander cette formation afin qu'elle puisse répondre aux attentes et que les connexions soient stables, que le Seigneur nous inspire tout au long. Frère Marco. Ok, prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions pour cet instant, mais surtout d'avoir accompagné chacun de nous au cours de cette journée. Voilà, Seigneur, que maintenant nous sommes mis d'accord pour suivre cette formation. Nous te prions déjà d'accorder la connaissance et l'intelligence à tous ceux qui vont intervenir, Seigneur, afin que les messages puissent être bien reçus. De la même façon, Seigneur, nous te prions de pouvoir accorder, Seigneur, l'esprit d'écoute à tous ceux qui seront ou sont avec nous afin que cette formation soit enrichie. Seigneur, merci. Nous espérons que d'autres personnes puissent nous rejoindre et que ces moments puissent porter du fruit pour chacun de nous. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, nous avons pris ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marco. OK, je vais partager avec vous ce qui nous a motivés, principalement le frère Gamaliel et moi, à mettre et à proposer cette formation. L'idée est venue déjà l'année dernière. Principalement, Gamaliel voulait qu'on puisse aider en particulier les jeunes à designer leur CV pour postuler et avoir plus de chances d'obtenir des emplois ou des stages académiques. Nous n'avons pas pu vraiment canaliser ça dans un timing et cette année, quand l'idée est revenue, on a dit pourquoi pas le faire d'abord en ligne parce que l'idée c'est de le faire en présentiel avec des sessions pratiques de simulation, d'entretien avec d'autres personnes. Comme vous allez voir pas dans le domaine des RH, des ressources humaines, Gamaliel non plus, mais par la grâce de Dieu, on a eu à intervenir dans des processus de recrutement en fonction de nos différentes casquettes. Pour ma présentation, je suis Gaëlle Yomi, de nationalité camerounaise. Je travaille dans le domaine de la communication. Sur le plan académique, j'ai une formation de journaliste en journalisme et en communication. Et j'ai fait ma formation au Cameroun et au Sénégal en particulier. Et sur le plan professionnel, j'ai eu à travailler au Cameroun, plus dans le domaine des stages, au Sénégal sur le plan professionnel et au Maroc également. Et c'est avec cette casquette-là que j'évolue par la grâce de Dieu jusqu'ici. Au niveau de l'Église, pour ceux qui nous connaissent au niveau de l'Église, je suis au niveau du multimédia à Rabat, mais je suis aussi la responsable de la communication nationale de l'EM. Et c'est important de partager le peu que j'ai, le peu de connaissances que j'ai avec vous. Donc, je suis passionnée de communication, passionnée également de sport et passionnée du Seigneur plus que tout. Voilà en résumé qui je suis et je travaille dans le domaine des collectivités territoriales, c'est-à-dire des mairies ici au Maroc. Au plan professionnel, l'organisation où je suis, nous sommes l'organisation qui regroupe toutes les mairies d'Afrique, un peu comme l'Union africaine, mais pour les mairies. Et je m'occupe de la communication externe en particulier, donc tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, communiqué de presse, interview. En gros, c'est mon domaine d'expertise.
Et la communication est un peu transversale. Donc, parfois, pour des recrutements de stagiaires ou autres, on fait appel à nous pour faire des interviews. Tout à l'heure, dans les formes d'entretien, on pourra en parler plus en détail. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Gamaliel qui va se présenter et passer à la première étape qui est comment réussir son CV. Gamaliel, tu as la parole. Et merci beaucoup, Sœur Gaëlle. Donc, ça fait un plaisir de pouvoir se réunir ce soir parce que c'était un projet qu'on voulait réaliser. Ça fait bon, presque une année, comme l'a su bien l'annoncer. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de pouvoir se réunir en ligne pour échanger un peu dessus et pourquoi pas donner un peu de connaissances que Dieu nous a fait grâce d'en avoir donc, et partager avec les autres. Déjà, je suis Gamaliel pour Bambi, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, bon, avec le surnom de Yagama aussi. et, et sinon, pour ce qui me concerne, je suis informaticien de formation et avec pas mal de casquettes comme designer et photographe. Je fais aussi de la vidéo. Et je suis aussi co-fondateur de l'agence de communication et de la société Arlega Agence, qui fait dans la communication et l'événementiel. En tout cas, en bref, c'est ce que je peux dire de moi. Et pour ne pas trop perdre de temps, je sais qu'on est déjà un peu avancé et on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Je vais directement prendre le sujet qui nous réunit ce soir, qui est comment réussir son CV. Donc, comment faire un CV de qualité. Tous on connaît l'importance du CV, surtout pour la vie professionnelle. Et on aimerait dire d'abord c'est quoi le CV. Donc, commencer le CV, c'est comme tout autre document, seulement avec une particularité, c'est que ça présente les compétences acquises et les formations qu'on a eu à faire durant notre parcours scolaire. Donc, en plus bref, en tout cas, c'est ce qu'on peut donner comme définition du CV. Et on va parler un peu de quelques types de CV, parce qu'il y en a un peu. On a pris juste 4 qu'on va discuter dessus. Donc, on a le CV chronologique, le CV fonctionnel, le CV mixte et le CV vidéo. Déjà, pour ce qui concerne le CV fonctionnel et chronologique plutôt, parce que c'est le premier point. Donc, c'est un type de CV qui est structuré par rapport à... Bon, c'est plus par rapport à ceux qui ont déjà l'expérience professionnelle, parce que ça présente sa structure, les différentes années que la personne a eu à faire durant son parcours professionnel. Donc, ça commence de la plus récente expérience à la plus ancienne. Donc, du coup, ça présente, par exemple, si j'ai eu à commencer à travailler depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en pleine activité. Donc, au cas où je veux actualiser mon CV, je vais commencer avec l'expérience la plus récente, donc actuelle, et descendre aux autres expériences qui sont plus anciennes. Donc, c'est un peu ça, le CV chronologique. Sinon, la structure du CV reste la même. Et pour ce qui est de la structure, c'est pareil, hein, on commence par les coordonnées. Sur les coordonnées, on retrouve le nom et prénom, on retrouve l'adresse mail, on retrouve l'adresse, là où la personne habite, et le numéro. Donc, ce sont des contacts qui permettent au recruteur de pouvoir contacter le candidat au cas où il est intéressé à ton CV. Il peut toutefois te contacter grâce aux coordonnées qui seront mentionnées sur la première partie. Et sans oublier le titre. Donc, c'est toujours très important quand on établit le CV de pouvoir mentionner le titre, ce qu'on est. Par exemple, pour mon cas,
bon, malgré les différentes casquettes, comme j'ai dit. Et sinon, si je veux postuler en tant que technicien informatique, comme ce que je fais actuellement, donc sur mon CV, le titre que je vais mettre, c'est technicien informatique ou bien technicien support informatique. Après, là, je peux ajouter le reste des informations. Et après la partie coordonnée et le titre du CV, on descend sur la partie accroche, là où on détaille, en bref, en tout cas, ce qu'on fait, on sait faire. Donc, c'est par rapport comment je peux dire ça? C'est l'accroche, c'est par rapport à l'intitulé du poste. Si la société a besoin d'un commercial, ils intitulent toujours, ils donnent les détails du poste. Par exemple, le rôle d'un commercial, ce qu'ils attendent du commercial. Maintenant, dans la partie de l'accroche, il faudrait maintenant prendre les mots-clés que le recruteur a besoin, les mentionner et puis donner en tout cas l'importance de ce que vous pouvez et donner de plus quoi, concernant le poste. Donc, c'est pour attirer le recruteur sur ce que toi et ce que la personne, ce que moi, je peux apporter de plus. Donc, je récupère les mots-clés que le recruteur en a besoin concernant son poste et puis je construis quand même une phrase tout en ajoutant ce que moi, je peux faire de plus. Donc, c'est un peu ça sur ce qui concerne l'approche. Et puis, à part l'approche, donc, on va maintenant descendre à la partie de l'expérience. Sur l'expérience, pour ceux qui ont déjà eu à travailler, donc, on prend le titre du poste qu'on a eu à occuper et on descend sur le nom de l'entreprise, la durée du contrat, donc la date du début et de la fin. Après, on fait une brève description sur ce qu'on a eu à faire, les tâches qu'on a eu à réaliser durant la période de travail. Après ça, on peut prendre la formation, tout ce qu'on a eu à faire à l'école. Et après la formation, on va descendre sur les compétences. Vraiment, comprenez-moi, je vais aller un peu plus vite parce qu'on est derrière le temps. Et s'il y a des questions, on pourra toutefois revenir dessus pour donner de plus amples détails. Donc, je disais, après la formation, on a les compétences. Donc, les compétences, on a les compétences de notre savoir-faire qui est théorique et notre savoir-faire et nos qualités. Donc, là, on présente. Ah, ok, d'accord. J'étais concentré. Ok. Donc, je disais, on a votre savoir et votre savoir-faire. Donc, votre savoir-faire et votre savoir, c'est ce qui est théorique et votre savoir-faire, c'est ce qui est théorique. Et à cela, on ajoute soft skills. Ok, c'est ça. Donc, le savoir, ce sont les connaissances et puis les qualités. Donc, ce qu'on sait faire comme, je vais prendre encore une fois mon exemple, comme je suis informaticien. Parmi les compétences, je peux dire ce qui est théorique. Je connais utiliser les logiciels comme Photoshop et autres. Et ce qui est pratique, je peux dire que je connais réparer les ordinateurs. Ça fait partie des compétences que j'ai en tant que technicien informatique. Et ça, c'était pour ce qui concerne le CV chronologique. Après, on a l'autre type qui est le CV fonctionnel. Le CV fonctionnel, c'est différent de CV chronologique parce qu'il ne respecte pas la chronologie des expériences. C'est plus intéressant pour ceux qui n'ont pas, qui ont eu des vides quoi, sur leur CV. Donc, pendant leurs expériences, ils ont fait une année de travail. Après, ils ont arrêté. Ils ont fait peut-être un mois et 6 mois de pause ou 2 ans de pause. Après ça, ils ont repris encore un autre poste et puis continué. Donc, c'est intéressant pour ceux-là parce que ça leur permet de cacher un peu ces trous-là. Donc, du coup, quand tu vas faire le CV, tu n'es pas obligé de respecter comment on l'appelle, de lister
les expériences par la plus récente à la plus ancienne ou encore la plus ancienne à la plus récente. Donc, c'est la logique qui n'est pas prise en compte sur un CV fonctionnel. Donc, entre les deux types, le CV qui est plus utilisé actuellement, c'est le CV chronologique parce que ça présente quand même la chronologie. Alors que le CV fonctionnel, ça met quand même en difficulté le recruteur parce qu'il ne pourra pas retracer en tout cas votre parcours. Pour ceux qui demandent les années d'expérience, du coup, puisque même les durées de contrat ne sont pas exigées sur le CV fonctionnel. Donc, du coup, ça fait un peu défaut. C'est plus avantageux pour l'employé, mais pour le recruteur, c'est pas vraiment trop ça, parce que ça lui permet pas de savoir le nombre d'années que la personne qui va recruter a déjà fait et, et ça va pas, c'est pas trop intéressant, quoi. Donc, sinon, pour la structure, ça reste la même. On retrouve toujours les coordonnées qui sont en haut. On retrouve le titre du poste ou bien le titre de la personne, ce qu'il est, et les contacts ainsi que les expériences professionnelles, les compétences et les autres. Maintenant, sur le CV et en troisième position, on a le CV mixte. Le CV mixte, c'est juste le mélange de CV chronologique et le CV fonctionnel. Et pour revenir rapidement sur le CV fonctionnel, je dirais que c'est plus adapté aussi aux étudiants qui n'ont pas encore d'expérience parce que ça permet à l'étudiant de maximiser plus sur ses compétences. Parce que le CV fonctionnel met plus l'accent sur les compétences. Comme un étudiant qui n'a pas encore l'expérience, il est obligé de se pencher sur ses compétences pour mettre en valeur ce qu'il sait faire, pour attirer aussi l'attention du recruteur. Et le CV mixte est que le mélange de CV chronologique et le CV fonctionnel. Donc, sur le CV mixte, ce qui s'ajoute, c'est la partie compétences qui est plus prise en considération et il y a aussi les réalisations et en fait des qualifications. Donc, les compétences, on a déjà parlé en passant de ça. Des réalisations, donc mettre l'accent sur ce qu'on a déjà eu à faire. Pour les informaticiens ou les développeurs, s'il veut parler des réalisations, il peut parler des sites web qu'il a déjà développés. Donc, mettre par exemple en lien un site ou 2 ou 3 sites qu'il a déjà eu à développer. Comme ça met en valeur ce qu'il sait faire, que ce soit durant son stage ou bien une expérience acquise à part. Il peut toutefois les mentionner pour mettre en valeur quoi, son CV et tirer plus d'attention sur sa candidature. Et on a des qualifications. Donc, la partie qualification peut combiner de montrer la compatibilité de votre profil, et que ce soit pour les professionnels ou entreprises. Donc, sur la qualification, on peut toutefois ajouter des aptitudes professionnelles et autres. Et enfin, pour les types de CV, on a le CV vidéo. Donc, ça dépend aussi de l'offre parce qu'il y a des recruteurs qui demandent parfois le CV vidéo pour savoir, et ça dépend plus de l'offre plutôt, parce que ça permet à la personne de mettre l'accent sur sa présentation, de voir un peu comment il se présente, comment il peut parler, un peu ces détails-là. Et sinon, le CV vidéo dépend plus de l'offre et de l'entreprise auquel vous voulez postuler. Et on va parler aussi du logiciel ATS. J'espère que je ne suis pas tellement trop rapide. On arrive quand même à me capter. C'est bon, on arrive à suivre. OK, d'accord, c'est super. Donc, le logiciel ATS, c'est comme on sait, hein, on connaît tous que les technologies évoluent tellement trop vite. Du coup, même les entreprises, tellement qu'ils reçoivent beaucoup de candidatures, beaucoup de CV, ils n'ont pas le temps de fouiller CV par CV pour choisir quel CV qui est intéressant pour
la présélection. Du coup, ils utilisent les logiciels. Bon, ça, c'est plus les grandes sociétés. Ils utilisent les logiciels qu'on appelle ATS. C'est un logiciel qui permet, donc c'est l'ordinateur qui fait le tri des CV. Donc, du coup, cette partie-là, c'est vraiment très intéressant de pouvoir le connaître parce que quand on postule, on doit savoir on fait face à quel genre d'abord de situation. Si c'est un recruteur si c'est un CV qu'on va déposer directement chez le recruteur, ou bien si c'est un CV qui va passer par le logiciel ATS. Parce que si c'est un CV qui va passer par le logiciel ATS, il y a pas mal d'exigences à prendre en compte, comme le design, parce que c'est un logiciel qui ne prend pas en compte le design. Donc, juste le texte. Si c'est même une image, il ne pourra pas lire l'image. Si c'est un texte qui est inséré dans une zone de texte, il ne pourra pas aussi lire. Même les caractères spéciaux, il ne pourra pas aussi lire. Donc, du coup, c'est vraiment une partie qui est très intéressante à prendre en compte. Sinon, on peut avoir toutes les qualités qu'il faut pour le poste, mais comme on n'a pas respecté les exigences du logiciel, du coup, pendant la présélection, on est disqualifié vu qu'on n'a pas respecté les consignes qu'on a données au logiciel en tout cas. Et par rapport aux critères, c'est déjà d'écrire un texte simple, sans zone de texte, et puis mentionner les mots-clés du poste. Parce que quand le logiciel fait le tri, quand il arrive sur le CV, il sélectionne les mots-clés. Si le recruteur dit que j'ai besoin d'une personne qui fait d'un RH pour pour trier les CV, s'il ne retrouve pas le mot tri des CV que le recruteur avait précisé, du coup, il écarte carrément le CV parce que le mot-clé désigné par le recruteur n'est pas retrouvé sur le CV. Du coup, ça fait quand même défaut. Et même si la reformulation du mot-clé change, il écarte aussi le CV puisqu'il ne retrouve pas le mot exact que le recruteur lui a demandé. Donc, c'est un logiciel qui met en difficulté les candidats, mais est en profit des recruteurs, même si ça peut arriver qu'ils perdent un candidat potentiel par rapport à ses qualités. Mais bon, vu que les exigences n'étaient pas respectées, du coup, je perds le poste. Et s'il y a des questions dessus, on pourra toutefois revenir. Et pour parler rapidement de présentation et finir, donc, déjà pour le CV, que ce soit avec design ou sans design, ce qui est très utile, c'est de respecter les polices et ne pas chercher à compliquer les polices, à prendre les polices trop stylées. Ce qui est très important, c'est de prendre des polices qui est tellement simple, lisible et clair. Donc, comme j'ai pu noter ici, Arial et Verdana. Donc, je vais juste envoyer ça dans le chat. Il y a la police Arial et Verdana. Et pour ce qui est de la taille, c'est toujours mieux d'aller sur la base l'intervalle entre la taille 10 et 12 pour ne pas avoir les textes trop gros ou bien trop petits. Toutefois aussi, on peut toutefois mettre les titres, que ce soit comme expérience professionnelle, compétences, formation. On peut toutefois mettre ça en gras, en couleur, juste question d'avoir un peu de quelque chose de bien, pour ne pas être trop avec le noir et et avoir un CV qui n'est pas trop intéressant. Parce que malgré que ça va passer sur à partir du logiciel, mais après le logiciel, il y a aussi la partie humaine qui va intervenir. Et l'humain, c'est aussi la beauté qui l'attire. Donc, pour parler de la présentation, pour un CV qui ne passe pas par le logiciel, c'est toujours très important de mettre l'accent sur le design.
Bon, déjà sur la page qu'on nous a présentée, on voit que les CV qui sont là sont très bien designés. Et je vais juste vous prendre un CV que je vais aussi partager rapidement. Juste question de design. OK. J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Donc là, on a un CV qui n'a pas trop de couleurs et qui est clair. Donc déjà, on arrive à voir tous les détails facilement. On arrive à voir le nom et puis on a le titre du poste et les intitulés de chaque rubrique. Et on a la partie profil qui donne la description concernant le profil de la personne et les contacts. Donc, pour le design, c'est pas, je comprends que si d'autres personnes n'arrivent pas, parce que ça demande quand même un peu d'expérience en informatique ou bien en Photoshop ou bien Canva. Et il y a toutefois aussi des sites qui peuvent permettre à ce qu'on puisse avoir quelque chose de beau et présentable. Sinon, c'est toujours très important de présenter un CV qui répond à la norme actuelle pour ne pas avoir juste du noir et blanc sur le papier. Donc, c'est un peu ça et surtout aussi pour la photo. Donc, pour ce qui concerne la photo, c'est toujours important de se renseigner si le recruteur veut un CV avec photo ou sans photo. Et s'il faut mettre la photo, c'est pas intéressant de mettre aussi une photo, le selfie. Comme on sait que tous on est, bon, c'est plus des sœurs hein, ou bien des femmes qui sont plus sur les selfies. Donc, du coup, tu peux te retrouver sur un CV avec la photo qui n'est pas professionnelle et ça peut faire objet de disqualification facilement. Au moment qu'on peut prendre tout notre temps à faire une photo professionnelle et mettre sur le CV et être vraiment présentable. Donc, merci en tout cas pour votre attention. Et je sais qu'on a des aînés qui ont aussi plus d'expérience que nous ensemble avec nous, qui pourront aussi toutefois contribuer sur ce on n'a pas eu à dire. Et s'il y a des questions, on peut toutefois revenir. Merci beaucoup. Donc, je remets la parole à la sœur Gaëlle pour la suite. Et on est encore là. OK. Merci Gamaliel. Merci à tous pour votre attention. En tout cas, on a déjà commencé, hein, et le CV, c'est la première étape. Et pour les questions, vous pouvez les noter tout à l'heure. On pourra répondre indépendamment de qui a présenté quoi, Gamaliel, moi, ou même ceux qui sont connectés, qui ont de l'expérience. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir des moments de partage. Ensemble, je vais continuer. On va parler des fondamentaux pour la lettre de motivation. Vous avez compris que par rapport à la fiche que nous avions fait, nous avons dit comment réussir son entretien d'embauche. Mais pour réussir un entretien d'embauche, il faut d'abord passer la case CV et lettre de motivation. Sinon, tu n'auras pas l'opportunité d'avoir une offre d'embauche. Donc, c'est pour cette raison qu'on va chronologiquement. Donc, une lettre de motivation, l'information principale déjà, c'est qu'elle doit tenir sur une page. Peu importe notre nombre d'années d'expérience, comparé à un CV où le CV peut faire une page, mais en fonction de tes années d'expérience, parfois ça peut aller à 2 pages ou plus. Si quelqu'un va être directeur d'une multinationale, son CV sera plus conséquent. Maintenant, pour la lettre de motivation, peu importe le poste, ça doit tenir sur une page. Et pour cela, on doit choisir des éléments clés qui répondent à l'appel d'offres. Et j'attire notre attention sur la manière dont nous lisons l'offre à laquelle nous voulons postuler. Lorsqu'on survole l'offre, on passe à côté des informations importantes. Et cela peut nous disqualifier. Si tu rédiges une lettre de motivation et tu mets Madame, Monsieur, je viens par la présente postuler à l'offre numéro tel, et que dans l'offre qu'ils ont publiée, ils avaient demandé d'adresser la lettre
au secrétaire général ou au responsable des ressources humaines, la personne comprend déjà que tu n'es pas quelqu'un d'attentionné, d'attentif, de minutieux ou de sérieux. Ça peut être pas correct, mais tu n'as pas été précis parce qu'il y avait des instructions qui ont été données. Donc, avant d'écrire notre lettre de motivation, il faut qu'on ait devant nous l'offre d'emploi, si c'est une offre qui a été publiée. Là, on parle du contexte dans lequel nous, on répond à une offre. Après, on va parler du contexte dans lequel où nous allons postuler de manière spontanée. Donc, nos lettres de motivation doivent être sur une page. La police de texte, on peut aller entre 12 et 14 maximum pour que ça tienne toujours sur une page. Donc, il y a les informations principales, c'est notre nom, notre adresse email, notre numéro de téléphone, la date et la ville, un peu comme lorsqu'on écrit une lettre, l'objet. L'objet, on met l'intitulé du poste, on met candidature pour poste de chargé de communication, poste de conseiller client. Donc, on précise cela. Et le premier paragraphe doit aller droit au but avec les formules habituelles qu'on nous a apprises. Ça peut être je viens par la présente soumettre ma candidature au poste 2. Maintenant, si c'est un appel d'offres, il faut préciser. Il faut préciser suite à l'appel d'offres publié sur votre site Internet en date de tel. Parce que lorsqu'une entreprise publie, elle publie sur son site Internet, elle peut publier sur un réseau social. C'est quelqu'un d'autre qui peut t'envoyer l'offre. Tu peux avoir un PDF. Donc, en fonction de cette information-là, ils pourront voir, ah, cette personne a eu l'information grâce à notre site Internet, grâce à notre réseau social ou autre. Et nos lettres de motivation doivent être adaptées à chaque offre. Et je pense que tous, on a des lettres de motivation standards, génériques. Maintenant, il faut l'adapter à l'offre. Regardez quelle est la particularité de cette offre-ci. Quel est le point fort que je dois mettre en avant afin de mentionner clairement et de valoriser le plus de l'entreprise. Généralement, je parle pour ceux qui veulent un stage académique. Parfois, on écrit une seule lettre de motivation et on écrit des phrases génériques. J'aimerais postuler dans votre entreprise afin d'avoir plus de connaissances. Il faudrait bannir cette phrase-là. Quand il dit bannir, il faudrait l'actualiser. Là, par exemple, si tu veux aller postuler à Maroc Télécom, sur cette phrase-là, le jour que tu vas déposer ou tu vas envoyer par mail à Maroc Télécom, tu dis, j'aimerais passer mes 2 mois de stage académique au sein de Maroc Télécom, agence de Rabat, si c'est une agence, si c'est une grande entreprise qui a beaucoup de bureaux. Et tu cherches quelle est la mission de l'entreprise. Il faut savoir la mission de l'entreprise. Ainsi, tu mets une phrase qui va faire comprendre aux recruteurs que tu t'intéresses vraiment à ce qu'ils font. Donc, la mission de l'entreprise, sur chaque site Internet, il y a toujours la vision, la mission, les objectifs d'une entreprise. Donc, tu choisis soit la mission, soit la vision, soit les objectifs, et tu fais en sorte qu'il y ait un paragraphe qui soit lié à cela dans ta demande. Et notre lettre de motivation ne doit pas répéter notre CV. Donc, il ne faut pas, si tu veux faire ressortir dans ta lettre de motivation que tu es quelqu'un de multiculturel parce que tu as fait ta formation peut-être dans 3 pays, tu as eu à fréquenter au Burundi, ensuite tu es parti continuer tes études, je ne sais pas moi, au Sénégal, après tu es arrivé au Maroc. Vu que dans ton CV, il y aura ça au niveau formation avec les dates, tu peux juste résumer en disant, mon parcours académique s'est déroulé entre 3 principaux pays. Et là, tu cites des pays. Mais tu ne vas pas dire dans ta lettre de motivation que de 2008 à 2010, j'étais en train de faire le bac au Burundi. Ensuite, de 2020 en 2022, je suis allée faire ma licence au Sénégal. Et de 2024 en 2026, je suis venue faire mon master au Maroc. Là, ça répète le CV. Pourtant, cette phrase-là la phrase que j'ai reformulée au début, va susciter le recruteur à aller regarder ton CV s'il a commencé par la lettre de motivation. Parce que ça dépend des responsables des ressources humaines. Certains commencent par le CV, certains commencent par la lettre de motivation. Mais les deux sont complémentaires. Donc, la lettre de motivation, un peu comme le CV, doit être bien présentée. On doit éviter les fautes d'orthographe. Quand on finit d'écrire notre lettre de motivation, il faut qu'on cherche quelqu'un de confiance ou avec qui on ne sera pas frustré
qui pourra nous relire la lettre et corriger les fautes ou reformuler certaines phrases. Donc, il faut chercher quelqu'un de confiance et quelqu'un aussi qui s'y connaît, qui est méticuleux en français, si on postule en français, en anglais, si on postule en anglais, en espagnol, si on postule en espagnol, et se faire relire. Si on peut avoir une ou deux relectures, c'est bien. Quand toi-même, tu finis de relire ta lettre, d'écrire ta lettre, tu prends un moment, tu vas faire autre chose, et après tu reviens relire à tête reposée, tu ajustes, tu arranges, tu justifies ce qu'il faut justifier comme texte. Il faut que les paragraphes ne soient pas collés, qu'ils soient quand même espacés, qu'elles soient agréables à lire. Et tu te fais relire par une personne, la personne va modifier, corriger, et elle pourra te dire cette phrase-ci est trop longue. Il faut éviter les longues phrases ou des paragraphes saturés dans nos lettres de motivation, parce que cela alourdit notre texte et cela fatigue les recruteurs. Ils sont pressés et ça dépend du poste. Si c'est un poste où il y a beaucoup de demandes, ils vont passer à autre chose rapidement. Même si tu avais un bon profil, ça peut jouer en ta défaveur. Et ensuite, dans l'un des paragraphes majeurs, c'est de faire le lien entre ses compétences et son expérience. Quand je dis compétences et son expérience, tu peux avoir une formation en informatique, tu as un BTS en informatique ou en, je sais que l'informatique est vaste, ou en quoi, sécurité informatique, et tu as eu à faire des stages ou à développer quelque chose de manière pratique durant tes stages ou durant ton temps de recherche. Donc, il faudrait qu'il y ait un paragraphe où tu dis, grâce à mes compétences académiques, j'ai pu développer sur le plan concret ou sur le terrain tel logiciel, je ne sais pas si c'est logiciel, ou déjouer telle attaque informatique. Ça fait qu'il y a un lien concret entre ce que tu connais de manière académique ou théorique et ce que tu as eu à réaliser sur le terrain. Si tu as une expérience professionnelle dans une autre entreprise, tu le mets. Si ce n'est pas dans une autre entreprise, il y a toujours quelque chose qu'on a eu à faire à l'école même ou dans la société lié à notre domaine. Donc, il faut essayer de mettre ça en avant. Et dans la lettre de motivation, il faut être le plus honnête possible, de même que dans le CV, parce que cela risque de nous retomber lors de l'entretien d'embauche ou même à un moment du CRI. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, avant qu'on nous contacte, un recruteur va aller chercher quelle est notre identité digitale. Donc, c'est un réflexe qu'ils ont. Quand quelqu'un prend ton nom, il tape sur Google, qu'est-ce qui sort? Donc, c'est un exercice que nous-mêmes nous sommes appelés à faire. Va sur Google, tu tapes ton nom, tu vois ce qui sort. Quelles sont les informations qui sortent quand on affiche ton nom. Ça veut dire que la personne qui ne te connaît pas, qui va aller recruter, la première des choses qu'il va voir, ce sont ces informations-là. Et toi-même, évalue si ces informations-là sont à ton avantage par rapport à une recherche d'emploi ou pas. Maintenant, deuxième chose, notre identité digital, professionnel, c'est le réseau social LinkedIn. Parce que ça, c'est un réseau professionnel. Là-bas, le contenu, on se présente sur ce que nous faisons sur le plan professionnel. Donc, ce qu'on partage sur LinkedIn doit vraiment être lié à notre domaine d'expertise, aux lectures que nous faisons, aux choses qui sont capables de construire notre background professionnel. Donc, si on n'a pas de compte LinkedIn, je nous encourage après cette formation à créer seulement, non seulement créer notre compte LinkedIn, mais de le mettre à jour, de l'alimenter du mieux qu'on peut, parce que c'est aussi là-bas que les chasseurs de têtes, certains recruteurs qu'on appelle comme ça, vont chercher des perles rares ou des profils intéressants. Ça, c'est une parenthèse. Et ensuite, pour conclure sur la lettre de motivation, il faut toujours finir en donnant, en invitant le recruteur à te convier, à te convoquer à un entretien. Donc, il faut avoir de l'assurance. Une phrase du genre, dans l'attente où tu dis, je reste à votre disposition pour un prochain entretien. Parce que si tu dis pour un éventuel entretien, ça veut dire que toi-même, à la limite, tu peux te disqualifier. Tu dois parler avec un langage positif et affirmatif. Je reste dans les dispositions pour un prochain entretien. Je reste à votre disposition pour plus d'informations, du genre qu'il est invité ou elle, la personne qui va recruter, est invitée à revenir vers toi. Et enfin, il est toujours important de signer sa lettre à la fin, à droite, en bas, on met le postulant ou la postulante, tu mets ton nom, tu mets ta signature.
Si c'est une lettre électronique, tu n'as pas besoin de signer, sauf si tu as une signature électronique, mais ce n'est pas nécessaire. Tu mets juste ton nom, ça fait office de signature. Tu mets la postulante, par exemple, en entière, et c'est bon. Et tu peux l'envoyer, maintenant ça dépend. Tu peux l'envoyer en Word, mais tu peux aussi l'envoyer en PDF pour être sûr que personne ne va modifier ta lettre. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Dans les entreprises aussi, on ne sait pas sur qui on tombe. Et tu peux tomber sur. Il y a peut-être des personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent qui ne veulent pas qu'on embauche des gens. Et ils peuvent ajouter des choses dans ta lettre que tu n'avais pas mis. Pourtant, un PDF, c'est un document. Normalement, pour modifier, il faut aller encore sur Google pour aller convertir et autres. Donc, c'est un peu ça que je peux dire sur la lettre de motivation. Voilà, on va passer au point que beaucoup attendent. Comment réussir son entretien d'embauche. Voilà. J'espère que mon écran est lisible chez vous parce que je vois des traits chez moi. Non, c'est bon, c'est lisible chez vous, ça peut aller. Avant d'aller à l'entretien, il faut se préparer en se documentant sur l'entreprise. Ce point est important parce que je constate, du peu que j'ai pu avoir, beaucoup de personnes négligent ça. Parfois, quelqu'un va à un entretien, il s'est documenté de manière survolée sur l'entreprise. Il n'arrive même pas à prononcer correctement le nom de l'entreprise. Quand on se documente, on peut aller sur le site Internet, mais il faudrait chercher à voir des audios dans un truc, comment on appelle cette entreprise, comment on appelle cela. Parce que quand tu vas venir à l'entretien, à un moment, tu vas devoir prononcer ce nom-là. Et ça ne fait pas bien que tu écorches le nom de l'entreprise où tu vas aller travailler. Tu dois savoir qui est le responsable de cette entreprise. Donc, comment est organisée? Est-ce que c'est une entreprise où il y a un comité de direction? Est-ce que c'est une entreprise où il y a un président dans une entreprise où il y a des domaines politiques, un volet politique et un volet administratif? Est-ce que c'est une entreprise ou une organisation où la tête pensante, c'est un secrétaire général, ou c'est un PDG, ou c'est un DG? Parce que ces fonctions sont différentes. Tu dois savoir si, où tu vas aller travailler. Ton patron sera appelé directeur général, ton patron se fait appeler président, directeur général, ou ton patron se fait juste appeler secrétaire général ou juste directeur. Donc, tu dois te documenter par rapport à ça. Généralement, pour toutes les entreprises ou organisations qui ont un site Internet, ces informations sont disponibles dessus. Si ce n'est pas disponible, tu tapes le nom de l'entreprise sur Google. Il y a toujours, aujourd'hui, nous avons le digital, il y a une mine d'informations dessus. Si jamais tu connais quelqu'un qui travaille dans cette entreprise, donc si c'est quelqu'un qui t'a parlé de l'entreprise, tu te documentes auprès de la personne, tu lui demandes un peu comment ça se passe à l'entreprise, quelles sont les informations clés. Il faut connaître le nom, l'émission, le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, au maximum, tu récupères le maximum d'informations sur l'entreprise où tu vas aller à l'entretien. Avant d'aller à l'entretien, le jour de l'entretien, il faut être à l'heure, il faut faire preuve de courtoisie, mais aussi il faut s'habiller de manière correcte. Il ne faut pas être trop extravagant, il ne faut pas être délabré, il faut être correct. Et en fonction je dis toujours en fonction du lieu, parce que si tu pars faire un entretien d'embauche dans le domaine de l'art, tu n'as pas besoin de te mettre en costume cravate, en fait. Ça ne correspond pas. Donc, il faut vraiment s'adapter à ton domaine d'activité. Si tu pars faire un entretien d'embauche, il faut aller travailler dans une banque. Tout le monde connaît le dress code de ceux qui travaillent dans le secteur de la banque. Même celui qui a la caisse à la banque, c'est toujours chemise, pantalon, cravate, tailleur, veste à la limite. Donc, tu ne peux pas aller là-bas en ayant un t-shirt, même si ton t-shirt est de marque. Est-ce qu'on peut fermer? Voilà. Donc, même si ton t-shirt coûte très cher, ça ne va pas passer parce que tu ne seras pas. Bon, ça ne peut pas passer. Je veux dire, tu auras moins de points sur cet aspect-là. Et il faudrait que la veille, autant que possible, parce que si tu ne connais pas le lieu, et même si tu connais le lieu, c'est mieux de faire le chemin la veille. Donc, la veille ou quelques jours avant. Tu sais que tu auras rendez-vous. L'entreprise est située, par exemple, à Air Riyad. Il faut que tu quittes chez toi. Tu vas à Air Riyad, tu vois le temps que ça va te prendre. Tu te documentes. Est-ce que le lendemain, là, il y aura des grèves? Est-ce que le lendemain, là, à l'heure où toi tu es entretien, il y aura des embouteillages? Tu regardes la météo, est-ce qu'il va pleuvoir? Tu ne peux pas ton parapluie parce que ce jour-là, tu n'auras pas d'excuse si tu arrives en retard. Toi, tu ne peux pas arriver en retard. Celui qui va faire l'entretien, lui, il peut arriver en retard. Et maintenant qu'on arrive dans un local,
peu importe la personne que tu croises, salut, avec courtoisie. Si la personne te répond mal ou ne répond pas, prends sur toi, tu cherches le travail. Et tu ne sais pas, il y a souvent des pièges qu'on fait exprès pour évaluer les gens. On les a déjà dit qu'en fait, il y a des gens qui vont venir pour les entretiens, donc essayer de mettre une ambiance désagréable. On t'évalue déjà avant que toi-même tu ne viennes. Il y a d'autres boîtes où il y a déjà des caméras de surveillance. On te voit dès que tu es descendu du taxi, comment tu t'es arrangé avant d'entrer. On voit tout ça. On veut voir si tu es stressé et tout. Donc, ça compte. Donc, sois courtois avec tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui. Le PDG peut être celui qui est en train de passer là comme ça. Il veut juste voir qui va recruter, vous juger en situation réelle. Donc, ça, c'est le deuxième point. Comme troisième conseil, durant l'entretien, il faut gérer le stress parce que on ne doit pas se mentir quand on va pour un entretien et même quand on doit faire quelque chose où on doit prendre la parole, il y a toujours une dose de stress. Donc, il faut gérer le stress et il faut se connaître comment toi tu gères ton stress. Bon, pour nous qui sommes chrétiens, on prie, mais la prière ne suffit pas parfois. Parfois, d'autres doivent boire un peu d'eau. Tu comptes sur le Seigneur, mais tu gères ton stress pour essayer au mieux de répondre aux questions. Donc, il faut articuler convenablement. Si tu es quelqu'un qui a un débit rapide, peut-être comme moi, je parle beaucoup rapidement, le jour que je vais en entretien, j'essaie de parler avec un tempo, un débit plus lent pour que la personne m'écoute et me comprenne. Il faut également beaucoup écouter parce que c'est la personne qui va te poser des questions. Il faut être attentif parce qu'il y aura des questions pièges. Et si tu n'as pas bien écouté la question, au lieu de répondre, c'est mieux de demander, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris la question, est-ce que vous pouvez me la reformuler ou la reposer? Tu as le droit de le demander. Tu as le droit de le faire. Mais surtout, il ne faut pas couper la parole à celui qui va faire l'entretien. Ça ne présente pas bien. Même s'il dit quelque chose que tu n'as pas dit. Par exemple, quand il reprend, tu as répondu, il dit que, ah, donc comme ça, vous dites que, je ne sais pas si c'est dans le sport, que Nike est plus fort que Adidas. Il ne dit pas, non, non, c'est parce que tu laisses d'abord, il finit. Quand il finit, il dit que je pense que vous m'avez mal compris. Je voulais en effet préciser que sur cette année, le chiffre d'affaires d'Adidas est plus que celui de Nike. Ça dépend de ce que tu auras répondu. C'est juste un exemple comme ça. Et on avait parlé tout à l'heure de bien connaître l'entreprise parce que dans l'entretien, il y aura un moment où tu vas poser la question, ou on va te demander de poser la question. Généralement, on va dire, est-ce que vous avez une question à nous poser? Souvent, c'est dit que c'est mieux de dire, ah non, on n'a pas de question, mais non, c'est un piège. Il faut toujours avoir au moins une question à poser. Une question qui n'est pas très compliquée, une question qui pousse la personne à voir que, ah, tu t'intéresses à l'entreprise. En fait, c'est une question piège. Avez-vous des questions à nous poser? Tu n'as pas besoin de poser trois questions, mais il faut avoir au moins une question qui t'intéresse vraiment, qu'ils n'ont pas abordée. Et c'est en connaissant bien l'entreprise que tu pourras poser la question. Et comment réussir cette étape-là? C'est en se préparant en amont à la maison. À la maison, il faut simuler des réponses à des questions. Donc, c'est cette slide, nous voyons ça. Préparez vos réponses aux questions qui peuvent vous être posées. Il y a des questions basiques. Tout entretien va toujours commencer par une présentation, d'une manière ou d'une autre, que tu as envoyé ton CV, que vous ayez échangé au téléphone par un premier appel ou pas. On peut dire, parlez-nous de vous. Avant d'aller à l'entretien, tu peux essayer de te présenter devant ton miroir. Si tu as des amis ou des collègues, des frères, des sœurs, tu peux essayer de te présenter en 30 secondes. Ça veut dire choisis les points clés de ta présentation. Quels sont les éléments fondamentaux? Comment tu t'appelles, qui tu es, par rapport à l'entretien sur le plan professionnel, qu'est-ce que tu peux apporter ou qu'est-ce que tu fais généralement? Tu résumes ta présentation et tu vois si c'est captivant. Et il y a la question, pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Ça aussi, c'est une question piège. Si tu souhaites quitter ton entreprise actuelle parce que le patron te fatigue, il t'énerve et autres, ne le dis pas à l'entretien là-bas. Dis juste autre chose. Tu peux dire qui cadre avec cela, c'est que tu veux avoir d'autres expériences professionnelles, tu veux découvrir d'autres choses, tu aimerais avoir une évolution dans ton plan de carrière. Ça, professionnellement, ça cadre. Parce que si tu dis, parce que bon, où je suis actuellement, vraiment, avec le patron, je n'arrive pas à m'entendre, on n'a pas les mêmes visions des choses. Comme ça peut paraître bien, mais lui, celui qui écoute, il se dit, si il t'embauche aussi, demain, tu pourras dire la même chose de lui. Et ce n'est pas le cadre, parce qu'il faut de la loyauté même dans le milieu professionnel.
Ça regarde ton entreprise actuelle et toi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, toi, tu dois répondre en fonction de comment tu te projettes dans cette entreprise-là. Comment tu te projettes dans ton plan de carrière à venir. Tu ambitionnes d'aller de l'avant, tu voudrais découvrir d'autres choses, tu voudrais progresser dans ton plan de carrière, tu voudrais ajouter tes compétences, des choses comme ça. Et que le challenge qu'ils présentent dans leur offre d'emploi te parle beaucoup, des choses comme ça. Et voici la question aussi qui revient souvent. Pourquoi êtes-vous le candidat idéal? Là, c'est présenter ses forces. Tu présentes tes atouts par rapport au poste. Ça veut dire que tu développes de manière détaillée les points forts que tu avais mentionnés dans ta lettre de motivation et dans ton CV. Pour te déstabiliser, il peut dire, deux candidats sont passés avant toi, ils ont dit les mêmes choses. Et pourquoi je dois te croire? Tu peux juste dire, ne parle pas pour dénigrer les autres candidats. Il faut toujours parler pour soi-même. Tu peux dire que toi, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu peux apporter. Pour les autres, tu ne peux pas répondre à leur place et c'est à lui de te recruter pour vérifier si ce que tu dis est vrai. Ce sont des exemples comme ça. Comme autre question qui peut être posée, nous avons pour voir comment tu te projettes. On va te demander où vous voyez-vous dans 5 ans. Là, il faut vraiment réfléchir. C'est pour voir si tu as un plan de carrière, si tu es quelqu'un qui veut juste avoir un boulot et avoir ton argent et c'est bon, tu ne veux pas aspirer à autre chose. Donc, il faut réfléchir, ne pas mentir, mais dis juste ce que tu peux apporter ou comment tu te vois dans 5 ans. Si tu dis tu veux être stable dans ce domaine où tu es en train de postuler, tu le dis. Maintenant, il y a la question aussi de la prétention salariale. C'est une question éliminatoire parce que c'est une question où il faut se documenter en fonction du domaine où tu veux postuler. Et c'est une question où il ne faut jamais répondre avec un seul montant. Il faut toujours donner une fourchette. Donc, si on te demande ta prétention salariale, il n'est pas avantageux de dire, par exemple, que moi, je souhaite gagner 5 000 dirhams. Non. Il faudrait donner comme réponse, par exemple, et les fourchettes ne doivent pas être trop grandes. Il faut peut-être une différence de 2 000 dirhams entre les deux. Tu veux dire que tu aimerais toucher un salaire entre, par exemple, 15 000 et 20 000 dirhams. Et maintenant, par rapport au domaine d'activité, par exemple, si tu fais une profession comme tu es médecin, dans chaque profession structurée, il y a le salaire minimum qu'un médecin généraliste touche. Avant d'aller à un entretien, tu dois savoir, tu dois te documenter qu'est-ce que dit la loi par rapport au salaire minimum, au salaire maximum. Si tu es ingénieur dans ce pays où tu es, quel est le salaire minimum, quel est le salaire maximum, quelle est la grille salariale. Et quand tu vas répondre, tu donnes ta prétention salariale dans cette fourchette-là. Parce que si tu donnes hors de cette fourchette-là, on comprend qu'en fait, tu n'es pas renseigné, tu n'es pas documenté, tu veux juste travailler pour avoir de l'argent. Et si tu donnes trop haut, tu es disqualifié. Si tu donnes trop bas, ça peut aussi te disqualifier parce qu'on dit, ah, lui, il ne sait pas ce qu'il vaut vraiment et on peut le déboucher à tout moment. Voilà. Maintenant, il y a aussi des questions où on va te mettre dans un cas pratique. On peut dire, si on veut t'embaucher comme téléconseiller, on dit, disons que je suis un client, je vous appelle et je suis furieux. Comment gérez-vous la situation? Là, il faut te mettre en situation réelle et tu proposes une solution. Et si tu as préparé cela à la maison, ça peut ne pas être la même question qui vient, mais tu auras déjà fait l'exercice de répondre à une situation de terrain. Par exemple, pour les médias, quand tu passes pour faire un entretien d'embauche pour entrer en- dans un organe de presse, l'entretien ne se passe pas qu'en question-réponse. Il y a généralement pas toujours, on peut te demander d'écrire une brève sur un sujet, soit sur un sujet d'actualité, soit on te donne comme une épreuve, on dit, ah, Didier Drogba a annoncé sa retraite internationale, rédiger une brève autour de cela. Et là, on voit ta documentation, tu vas dire, oui, Drogba est un ancien joueur de Chelsea, il n'a pas gagné de Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse aller à cette dernière Coupe d'Afrique, mais malheureusement, il annonce sa retraite internationale. Tu fais un article dessus ou une brève dessus parce qu'ils vont te donner 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et ils vont évaluer par rapport à cela. Donc, ça sera un cas pratique. Ou on peut te dire, si tu veux être présentateur de journal, on te met dans le studio après avoir fait les entretiens, on dit, et présenter la brève ou l'introduction du journal de 20 heures. On veut te voir en cas pratique, on met les caméras et tout. Et tu es obligé de le faire. Si tu veux déjà faire à la maison, tu auras moins de stress et ça va aller mieux. Donc, nous allons passer maintenant au déroulé des entretiens avant de passer à la prochaine étape.
Voilà, il y a beaucoup de types d'entretiens d'embauche. Il y a un entretien individuel qui peut se passer en présentiel ou en ligne, parce qu'on voit qu'il y a maintenant, depuis l'ère Covid et même avant aussi, parce que en fonction de la boîte, les multinationales, on peut te faire l'entretien à distanciel. Si tu postules pour un organisme dont le siège est au Kenya ou en Éthiopie, par exemple, si tu veux travailler à l'Union africaine, tu as passé toutes les présélections. Au lieu de payer le billet d'avion pour que tu viennes faire l'entretien en présentiel, on peut faire un rendez-vous Zoom. Et là, tu mets ta caméra et il y a les entretiens qui se passent. Et nous avons cet entretien individuel, c'est avec une seule personne, un seul recruteur, généralement. Et il y a l'entretien directif où les questions sont fermées. Ça veut dire que tu vas répondre soit par oui ou par non, soit tu vas choisir des questions. On peut te donner une question avec 3 réponses et tu dois choisir. Le piège, c'est de vouloir choisir la bonne réponse ou la meilleure réponse que la personne attend. Mais ce qu'il faut faire, c'est dire ce que toi tu penses par rapport à telle situation. Par exemple, si on dit pour la couverture médiatique de la cérémonie d'ouverture de la réunion de l'Union africaine, pensez-vous qu'il faut faire un live sur Facebook, un live sur YouTube ou un live sur les 2 réseaux sociaux? Au lieu de dire sur les 2 réseaux sociaux, juste pour que tu sois sûr que tu sois la bonne réponse, tu peux choisir, tu peux dire un live sur YouTube parce qu'en tant qu'organisation comme l'Union africaine, la cible, c'est plus les politiciens et autres, et il est plus facile pour eux d'aller sur YouTube que d'aller sur Facebook. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est ce type de questions qui pourrait être posées. Il y a l'entretien semi-directif. Cet entretien-là, les questions sont fermées comme le premier, mais il y a aussi des questions spontanées. Donc, dans l'échange, on peut te poser une question par rapport à ta réponse pour que tu ailles en détail. Et puis, il y a l'entretien non directif qui est appelé échange libre. Là, on donne plus la parole au candidat. Quand tu vas venir, le recruteur va te dire, parlez-nous de vous. Et puis là, tu vas dire, ah oui, moi, je suis ingénieur en informatique. J'ai pu faire 3 ans à Microsoft, à Casablanca. Durant ces années, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu choisis des choses qui vont l'intéresser. Il va dire, bon, OK, comment ça se passe avec les collaborateurs? Est-ce que vous avez fait des missions à l'extérieur? Tu pourras continuer à détailler, à détailler. Et là, il va voir ta capacité à répondre et à tenir dans l'échange. Maintenant, il y a l'entretien de groupe. L'entretien de groupe, c'est un peu comme le cas, j'ai parlé des journalistes qui veulent passer des entretiens. Il y a des cas pratiques, mais vous êtes nombreux. Donc, Africa 24 avait fait ça une fois lorsqu'ils ont ouvert leur branche à Dakar. Nous sommes venus, journalistes, on était 10 dans la salle d'attente. Et lorsqu'on est venu, vous entrez tous les 10. Il y a une personne qui dirige l'entretien, qui vous présente l'organisation, qui vous parle d'un sujet d'actualité et qui pose des questions. Et là, c'est comme en classe, c'est pour voir qui est le plus courageux, qui peut répondre. Il ne faut pas se dire que, ah, est-ce que j'aurais une mauvaise réponse? Tu dis ce que tu as sur le cœur. Si quelqu'un a déjà répondu, ne dénigre pas la réponse de la personne. Toi, dis juste ce que tu as dit. C'est pour voir la capacité aussi de travailler en équipe, en fait, dans ce type d'entretien de groupe-là. C'est parce qu'ils veulent avoir un profil qui peut travailler en équipe, qui peut l'idée, qui peut souvent se mettre en retrait. Voilà. Et puis, nous avons maintenant l'entretien face à un jury. Ça, c'est ce qu'on rencontre généralement. Donc, ce sont 1 ou 2 personnes. Et là, les membres du jury, à tour de rôle, vous posent des questions et vous répondez. Généralement, il y a souvent une personne qui est très stricte, une personne qui est gentille. Il faut essayer de jouer avec les deux. Ils le font exprès. Il faut juste rester focus et essayer de répondre au maximum aux questions. Parce qu'on est dans notre domaine, tu sois sûr de tes forces. Et ce que tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Nous avons l'entretien ambulatoire à la chaîne. C'est comme l'entretien avec les jurys, mais seulement tu vois les membres du jury séparément. C'est-à-dire, tu vas peut-être rencontrer le chargé des ressources humaines. Tu vas le rencontrer pendant 10 minutes, tu vas te poser des questions. Ensuite, tu vas dire, vous allez pour la prochaine étape au bureau suivant. Ce sera le directeur du service commercial. Tu vas faire l'entretien avec lui 10 minutes. Après, vous allez au bureau suivant. Ça sera le responsable des équipes techniques. Il fait l'entretien. Et cet entretien, c'est seulement que c'est énergivore parce que tu ne sais pas si on va te poser les mêmes questions. Tu te demandes, est-ce que tu dois être cohérent parce que si tu ne réponds pas de la même manière aux mêmes questions, quand ils vont se regrouper, il y aura un déphasage. Donc, c'est un peu ça. Mais ça permet à celui qui passe l'entretien, à ce qu'on juge sa capacité à s'adapter en fonction des différents profils qui se présentent devant lui dans sa hiérarchie.
nous avons l'entretien différé. Donc, certaines entreprises le font maintenant, ils demandent, sont des vidéos enregistrées. Donc, ils te posent peut-être 6 questions et on te dit, voilà, ces 6 questions-là, c'est dans une plateforme informatique et on dit, vous allez enregistrer vos réponses et le logiciel, le système, quand tu vas cliquer sur envoyer, ils vont recevoir et ils vont faire l'arbitrage. Donc, ça, ce sont les principaux types d'entretien. J'espère que j'ai assez détaillé et la phase des questions-réponses va nous aider à aller en profondeur ou dans des cas pratiques. Je vais passer la parole à Marco qui va nous parler brièvement des cas concrets. Et ensuite, on passe à la phase des questions-réponses. Merci pour votre attention. Marco? Oui, Gaël, bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. D'accord. Alors, il m'a été concédé juste 10 minutes maximum. Je vais être bref dans voilà, mon intervention. Je ne sais pas si vous me captez très bien déjà. Oui, oui, on reçoit bien, Marco. Merci. Ah, ok, très bien. Alors, je voulais juste intervenir concernant les 3 points, c'est-à-dire les CV, la lettre de motivation, mais aussi l'entretien d'embauche. Alors, je vais juste ajouter quelques éléments. Je pense que Gaël, mais aussi Gamaël ont parlé là, voilà, en la généralité. Mais je voulais dire qu'en fait, c'est lui qui cherche un emploi, c'est un chercheur déjà, d'accord? Il faut savoir en fait que avant même de se lancer dans la rédaction du CV, de la lettre de motivation, il faut d'abord cartographier où est-ce que nous voulons chercher l'emploi. Nous allons prendre un exemple pratique, le cas du Maroc. Donc, supposons que je suis dans le domaine de, je vais dire, l'informatique ou bien génie civil, peu importe. Alors, avant même, je dois cartographier quelles sont les villes où il y a beaucoup plus d'entreprises dans le domaine tel d'informatique, je ne sais pas, de la construction civile. Par exemple, ça peut être Casa. Dans ces cas, mon attention, ça va beaucoup plus tourner vers Casa. D'accord? Donc, ça, c'est le premier pas. Et un autre élément que je voulais aussi ajouter, le CV doit être un CV naturel, simple. C'est-à-dire, il ne faut pas inventer. Nous devons être soi-même. Et dans notre CV, nous devons jouer la carte. Sachez que lorsque vous présentez votre CV, les recruteurs, coûte que coûte, tout ce que vous avez mentionné lors de l'entretien, il va revenir sur ça. Supposant que vous avez dit, je suis un, je ne sais pas, un chef cuisinier ou bien, et vous arrivez à l'entretien, on vous demande, monsieur, vous êtes un chef cuisinier, quels sont les plats que vous avez déjà voilà, préparés à là? Vous dites non, je ne sais pas. Donc, vous allez vous disqualifier. Dans ces cas, au niveau du CV, il faut être soi-même, il faut dire toujours la vérité. Donc, il y a un autre aspect toujours au niveau du CV. Il y a des gens qui ont beaucoup de formations, ils ont fait les ménages, ils sont mécaniciens, ils sont informaticiens, etc. Donc, lorsque nous faisons les CV, je pense que Gamaël a touché sur ça, nous devons aussi actualiser notre CV en fonction du poste à pourvoir. Supposons que on dit on cherche un agent commercial. Donc, si moi j'ai fait les ménages, j'ai fait la mécanique et l'informatique, mais aussi j'ai un agent commercial, dans mon CV, je n'ai pas besoin de mettre que l'année telle, durant 4 mois, j'ai fait par exemple une activité de ménage, j'ai fait, je ne sais pas quoi, concernant mécanicien. Non, ça n'a rien à voir. Il faut aller directement à la formation ou aux compétences auxquelles il est demandé dans l'appel d'offres. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Alors, je voulais aussi mentionner, au niveau du CV, il faut aussi, voilà, je vais dire, éviter certains mots à utiliser. Il y a des CV que nous trouvons des abréviations. Et ça est dû au fait que à chaque fois que nous utilisons les réseaux sociaux dans nos conversations avec les amis, nous avons toujours la tendance de faire des abréviations. Non, il faut toujours détailler. C'est vraiment très, très, très important. Et aussi, il faut éviter les répétitions et ne jamais aussi envoyer un CV manuscrit.
Donc, je voulais maintenant, voilà, passer à, concernant la lettre de motivation, je pense que Gaël a survolé les aspects les plus importants. Je vais beaucoup toucher concernant l'entretien d'embauche. Sachez que toute personne qui passe à la phase suivante, les candidats dans ces cas, pour l'entretien d'embauche, la plupart des cas, ils sont éliminés ou disqualifiés au moment de l'entretien d'embauche. Pourquoi? Comme Gaël disait déjà, voilà, il y a certaines entreprises, lorsque vous rentrez à la société, il y a des caméras partout. On peut voir la manière dont vous venez, si vous êtes pressé, si vous êtes posé, la manière dont vous saluez les gens au couloir, est-ce que vous tenez la main, est-ce que vous souriez. Tout cela commence l'entretien. Et un aspect que je considère aussi très important, c'est lorsque tu es face au jury. Il y a des gens ou des candidats qui préfèrent rester dans la position de défense. La position de défense, c'est lorsqu'on nous pose des questions et je croise les bras, par exemple, dans cette position. Il y a certaines personnes, quand on leur pose une question, essaient de gratter peut-être la tête, les vêtements, bon, une partie du corps. Donc, et sachez que les recruteurs, ils sont très attentifs et ils connaissent très bien la méthodologie d'entretien d'embauche. Une fois que vous êtes dans cette position de défense, automatiquement, il écrit une observation dans son bout de papier. Ces candidats-là, et voilà, ce n'est pas celui qu'on cherche. Il faut qu'on se dise que quand nous sommes un candidat, pardon, quand nous sommes un candidat, euh, quand nous sommes un candidat, les recruteurs nous voient déjà comme le futur employé, d'accord? Et Gamaël nous disait tout à l'heure concernant certaines compétences comme les soft skills. Les soft skills sont les compétences que aujourd'hui dans les marchés, les recruteurs cherchent beaucoup, c'est de voir quelles sont tes aptitudes ou les capacités de faire face à un recruteur. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es à l'aise? Tout cela, ça compte beaucoup plus que votre compétence ou les expériences professionnelles qui sont mentionnées au niveau de votre CV. Et un aspect très important aussi, lorsque nous sommes face à un jury au moment de l'entretien d'embauche, il faut être à l'aise, calme. Et il faut aussi montrer les sourires. Les sourires, ça crée un lien d'amitié ou voilà, des connexions entre toi et tant que candidat et aussi, je vais dire, les recruteurs. Et le plus souvent, quand un recruteur se présente, toujours il faut être attentif. Il commence par exemple, je suis M. Bertrand, je suis responsable de tel et tel et tel. Et ensuite, il te passe la parole, tu vas te présenter. Donc, une fois que le recruteur te passe la parole, il faut toujours répondre en citant son prénom. Merci beaucoup, M. Bertrand. Là, tu mets aussi à l'aise les recruteurs. Là, ça montre ces liens, cette connexion qui existe entre toi et aussi les recruteurs. Monsieur Bertrand, en fonction de votre réponse, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, et un autre aspect que je trouve aussi que beaucoup parmi nous sont éliminés ou disqualifiés, c'est notre posture. Il est très important, d'accord, pour les hommes, je vais dire, pour les hommes, lorsqu'on part dans un entretien d'embauche, il faut vérifier notre aspect vestimentaire. Gaël disait tout à l'heure, si je vais être me candidater dans un hôtel, forcément, je dois m'habiller comme le personnel des hôtels. Si je vais, par exemple, dans une banque également, la costume, cravate, etc. Ça, c'est très important. Et aussi concernant je vais passer aux côtés des femmes, les maquillages, par exemple. Il faut jamais pour les femmes utiliser des maquillages qui sont très attirants, extravagants. Ça déconcentre même les recruteurs. Une fois qu'il est face à toi, au lieu de te poser des questions, il est beaucoup plus fixé au maquillage. Sans le savoir, il va noter aussi au niveau voilà, de son carnet de notes. Parce que lui, il va se dire, est-ce que cette dame sera la future employée de notre société, de la manière dont elle est? Parce que les recruteurs ne te voient pas comme je vais dire, un candidat, ils te voient comme un futur employé de la société. Donc, il faut qu'on démontre réellement cet aspect aux recruteurs au moment, je vais dire, de l'entretien d'embauche. Des fois, nous utilisons des parfums très forts.
Quand on passe au couloir, donc on a déjà quitté le couloir, mais les parfums restent là-bas. D'accord? Et quand on rentre dans la salle d'entretien, les recruteurs ils disent, oh, c'est quoi ça? Dans son intérieur. Sans le savoir, il va se poser cette question. Il faut déjà se le dire que c'est un élément de disqualification dans notre entretien d'embauche. Donc, si je peux résumer, il y a pleinement d'aspects. Peut-être si on allait avoir un cadre beaucoup plus élargi, peut-être même en présentiel, on allait expliquer davantage tous ces éléments. Mais si je peux résumer, il faut vraiment, vraiment être les plus simples possible lors des entretiens d'embauche. Et aussi, il faut être courtois, poli. Donc, à chaque personne qu'on retrouve au niveau du couloir, dans la salle, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, avec un sourire là-dedans. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et concernant, en fait, Gaël a touché, il y a une question qu'on demande beaucoup aux candidats. Pourquoi vous et pas l'autre? En d'autres mots, pourquoi dois-je embaucher vous et pas les candidats qui sont déjà passés? Là, les recruteurs veulent tout simplement que nous puissions apporter notre valeur ajoutée dans la société. En d'autres mots, il faut que je me vende réellement pour montrer aux recruteurs, si je suis recruté, voilà ce que je peux apporter dans votre société. Je vais donner un cas, un exemple pratique. Supposons que je serais embauché dans une société, je sais, un restaurant. OK, très bien, un restaurant marocain dans ces cas, je vais dire, messieurs, si je suis recruté ou employé dans votre société, tenant en compte que j'ai incarné des réseaux très vastes, des gens venant par exemple de l'Afrique subsaharienne, avec moi, beaucoup de gens vont fréquenter votre restaurant tout simplement par le fait qu'ils vont voir que je suis là. Et même moi aussi, je peux jouer ce rôle de pouvoir inviter d'autres personnes pour venir dans ces restaurants. Je peux aussi me vendre davantage. Moi, j'ai un parcours aussi. J'étais en Europe, j'étais, je ne sais pas, en Amérique. Et ici aussi, j'ai beaucoup de contacts, des gens qui viennent de temps en temps au Maroc. Donc, je peux leur dire tout simplement que voilà, avec ces gens-là, je peux les appeler de temps en temps, qu'il y a un restaurant voilà, spécial, que vous pouvez venir, se détendre et tout cela. Et une fois que le recruteur va pouvoir écouter cela, va dire non, c'est ça que je cherche. Et si nous voyons aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Même aussi ici au Maroc, on voit que dans certaines entreprises, on commence à embaucher des subsahariens. Ce n'est pas un hasard, en fait. Ce n'est pas un hasard, mais c'est dû au contexte, en fait, du pays. On voit que il y a beaucoup je vais dire, des migrants, des étrangers ou des touristes qui viennent dans ces pays, et certains sont de l'Afrique subsaharienne et d'autres continents. Donc, le fait de faire ces mélanges, je vais dire, des fonctionnaires, c'est une valeur ajoutée pour la société elle-même. Je ne sais pas, Gaël, combien de minutes. Non, c'est bon, Voilà, laisse-moi. c'est bon. Et ce Oui, que je peux dire, en fait, il voilà, faut qu'on peut-être, passe aux questions-réponses. oui, Ouais, je si tu vais peux me continuer. limiter là-bas. On va passer aux questions-réponses et peut-être on peut apporter d'autres éléments. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Rest pour Marco. Merci à tous aussi pour votre attention. Comme l'idée, c'est de partager, le micro est ouvert ou si vous voulez poser vos questions dans le chat, les questions et les réponses pourront être données par moi, par Marco, par Gamaliel ou si quelqu'un a une proposition, on peut compléter. C'est vraiment un partage d'expérience. Donc, qui veut se jeter à l'eau? Il y a eu une première question tout à l'heure dans le chat pour savoir si on ne travaille pas, comment on alimente son compte LinkedIn. J'expliquais que notre compte LinkedIn, il y a l'espace où on doit mettre notre CV. Donc, on remplit, il y a des cases dessus. Et ensuite, pour alimenter, ça veut dire, si tu es dans le domaine un domaine commercial, en fait, il faut aller sur LinkedIn. Il y a des personnes que tu dois suivre, des personnes qui donnent des conseils dans ce domaine-là. Et toi, tu vas liker, tu vas partager sur ta page pour qu'on voie que tu t'intéresses à ce domaine ou à tout autre domaine professionnel. Il y a souvent des personnes qui parlent de l'entrepreneuriat, si tu es africain en Afrique, ou même si tu n'es pas africain, en fait. Des personnes qui donnent des astuces dans le monde du business, ça aide. C'est juste pour que nos échanges, nos partages sur LinkedIn cadrent avec le domaine professionnel. Donc, c'est un peu ça.
Même si tu n'es pas en train de travailler actuellement, tu mets ton CV standard à jour. Et sur LinkedIn, si tu n'es pas embauché quelque part et que tu cherches du travail, tu peux mettre à la recherche du travail, que tu es en recherche du travail. Euh, Quelqu'un veut parler ou poser une question? La parole à qui veut la prendre? Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez ouvrir vos micros. OK, iPhone, je ne sais pas qui c'est. Bonsoir, c'est Manuela. Désolée, j'ai oublié de changer le nom. Ah, OK, Président, vas-y. D'accord, merci en tout cas pour ce bel exposé. Ma question, c'est concernant les prétentions salariales. Pour les domaines, on va dire, assez nouveaux, où il n'y a pas encore d'encadrement de la loi, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour fixer une tranche? Est-ce que c'est seulement sur la base de ce que moi je recherche, ou bien est-ce qu'il y a un autre moyen qui me permet d'estimer une tranche en fait? Je prends D'accord. un exemple, par exemple, pour le maquillage, pour celles qui sont make-up artistes. OK. Pour ceux qui sont make-up artistes, il faudrait voir le marché. C'est qu'il y a des gens qui sont déjà dedans. Il y a des gens qui ont été pionniers dans la chose. Il faudrait se rapprocher d'eux. Quand je dis d'eux, c'est peut-être la personne ne va pas donner son prix directement. Il faut se rapprocher des clients, en fait. Comme, par exemple, celles qui font souvent des make-up, même des mariages. Donc, tu vas voir une femme qui s'est mariée. Tu dis que ah, votre maquillage vous a coûté combien? Tu essayes de voir l'évaluation des prix sur le marché. En fonction de la ville où tu es, en fonction de est-ce que quand on se déplace et autres. Et ensuite, tu fais une fourchette pour proposer ton prix en fonction déjà, toi, tu as une base de toutes tes dépenses, puisque tu ne vas pas travailler dans le vide. Tu as une base de toutes tes dépenses, tu estimes le bénéfice que tu peux avoir. Maintenant, tu sondes le marché pour ne pas être trop bas et pour te mettre sur un prix qui est en juste milieu. Maintenant, si c'est un domaine diplômant, une formation, même là, c'est diplômant, en fait, je veux dire, s'il y a une formation de ces niveaux, peut-être Bac+3 en make-up artist, ce que tu peux faire, c'est regarder dans la convention, dans la loi du travail du pays où tu es, quel est le salaire minimum de quelqu'un qui a le niveau licence en général, puisqu'il y a la loi du travail. Il y a une fourchette. Maintenant, tu fais aussi et tu t'adaptes à ton domaine d'activité. Parce qu'il y a toujours une fourchette qu'il faut avoir. Je ne sais pas, les ingénieurs, par exemple, on sait qu'un ingénieur dans tel pays, il faudrait que la base, le minimum soit ceci ou cela. Et en fonction des réalités, en fonction du domaine, il peut ajouter. Donc, il faut toujours avoir, essayer de s'aligner sur les prix du marché. Ceux qui font souvent même les prestations de services de la com, par exemple. Quand toi, tu viens d'ouvrir une entreprise, une agence de com, tu ne vas pas faire le prix comme celui qui a une grosse agence de com, mais tu vas pas aussi faire un prix trop bas. Parce que quand tu vas faire un prix trop bas et quand tu vas donner ton offre à une organisation qui travaille avec ces gens qui ont un prix trop haut, ils vont douter de la qualité du produit que tu vas livrer, même si tu peux livrer du bon produit. C'est pour ça qu'il faut toujours être au juste milieu pour avoir de la crédibilité aussi. C'est ce que je peux donner comme élément de réponse. Je ne sais pas si ça aide. Manuela. Oui, merci, c'est bon, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'on a une autre question? Michel, ton micro ouvert. Je ne sais pas si c'est pour poser une question. Ah, elle a fermé le micro. Il y a une question dans le chat. Quels sont les éléments essentiels à citer quand on nous pose la question, parlez-vous de nous? Parlez-vous de nous? Parlez-vous de nous? Pour ne pas aller par-ci et par-là. OK. Les éléments clés, c'est déjà, il faut donner ton nom. C'est important de donner sa nationalité si tu es à l'étranger, si c'est sur le plan international. Par exemple, si tu es dans ton pays, tu n'as pas besoin de dire que tu es ivoirienne, puisque tu es en Côte d'Ivoire, ça n'a pas une plus-value. Et tu n'as pas besoin de donner aussi ton ethnie, parce que ça c'est discriminatoire. Donc, tu dis que tu donnes ta formation en disant peut-être tu es ingénieur. Tu ne vas pas dire que tu as un bac+5, parce que bac+5, c'est déjà dans ton CV. Donc, tu dis, moi, je suis... je ne sais pas le nom, peut-être je vais prendre la sœur Onilia, je suis Onilia, je suis ingénieure en informatique, je suis... Tu peux parler de toi en fonction de ce que les gens disent de toi. Tu dis, je suis une personne joviale d'après les retours de mon entourage et des personnes qui me côtoient le plus souvent. Et je pense que c'est quand même le cas. Tu essayes de mettre de l'humour pour te distinguer un peu. Et tu dis, et aujourd'hui, je pense que je suis la personne qui va occuper le poste
qui est soumis à durant notre entretien. Ça donne de l'assurance. Il va te faire dire, oh, pourquoi tu penses cela? Et puis, tu cherches une manière, en fait. Donner ton nom, ta formation, et puis une ou deux de tes qualités. C'est déjà bon. En 30 secondes, tu le fais, ou en 10 secondes. Maintenant, si la personne te dit d'aller en détail, il va te poser d'autres. Tu pourrais dire, mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur moi? Après avoir introduit, il pourra te donner d'autres pistes. Gamaliel, Marco, vous pouvez répondre aussi, hein. Si vous avez des ajouts sur cette question avant que je lise la prochaine question qui est dans le chat. Je vais peut-être prendre la question de comment connaître les mots-clés choisis par le recruteur à mettre dans le CV. Donc, D'accord. déjà, quand il y a l'offre, il y a toujours les mots-clés qui sont là. Je vais prendre par exemple l'offre qui est devant moi, assistante commerciale. Parmi les mots-clés que le recruteur a besoin, donc il a dit prospecter et développer de nouveaux portefeuilles clients, programmer des rendez-vous pour les commerciaux terrain. Donc, c'est juste deux exemples que j'ai pris. Donc, ça fait partie des mots-clés que le recruteur a besoin. Donc, ce sont les attentes du recruteur. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, je pense que ça répond, hein. D'accord. Pour la question d'Ornelia, par rapport à la question, on dit comment vous projetez-vous dans 5 ans? Elle veut savoir quel aspect développer. Est-ce que, par exemple, nous les femmes, tu vas peut-être dire que dans 5 ans, tu te vois mariée avec 2 ou 3 enfants. En fait, il faut donner les informations qui vont être avantageuses pour nous. Donc, il faut juste rester et se projeter sur le plan professionnel. Donc, tu peux dire dans 5 ans, je me vois bien être, par exemple, cadre dans le domaine de l'informatique parce que souvent tu vas entrer en tant que junior, je ne sais pas à quel niveau, où tu te vois aussi, tu peux dire, tu te vois également partager ton esprit, transmettre tes connaissances à d'autres. Là, ils vont voir que, ah, tu pourras former d'autres s'ils recrutent des stagiaires et tout. Donc, il faut souvent se limiter au volet professionnel. Maintenant, si le recruteur te dit, vous êtes une femme, est-ce que si vous êtes marié ou pas marié, ça, ce sont les informations qui sont dans le CV, il faut répondre clairement. Tu peux dire que, ah, oui, avec mon mari ou avec mon futur mari, nous ambitionnons avoir des enfants et c'est toujours bien. On sait que les femmes sont des battantes et cela n'a jamais empêché quelqu'un d'assurer les fonctions. Il faut toujours répondre positivement, de telle sorte que tu sous-entends que si tu ne prends pas à cause de ça, c'est comme une discrimination. Voilà. Et généralement, les recruteurs évitent d'aller dessus parce que c'est un peu des questions discriminatoires s'ils veulent poser comme ça. Et vous voyez que dans beaucoup d'offres, actuellement, on dit candidature féminine, minorité encouragée. Donc, c'était pour éviter encore ces freins-là. Ils savent. OK. Béni, vous avez la parole. Bonsoir au panel. Bonsoir. Ma question est la suivante. Comment est-ce que quelqu'un qui a, par exemple, une formation dans un domaine et avec quelques années d'expérience peut facilement changer pour une autre formation pour postuler dans un emploi où il a une autre formation sans réellement avoir d'expérience là-bas? OK. Donc, c'est comment postuler à une offre où ce n'est pas notre domaine d'expertise. On n'a pas... Vous avez zéro expérience dans ce domaine-là, c'est ça? Oui, vous n'avez pas d'expérience, mais par contre, vous avez des expériences Ailleurs. dans un autre domaine. Oui. D'accord. OK. Je vais essayer et puis je crois que Marco pourra m'aider aussi ou d'autres personnes dans le public, vous pouvez nous aider. Dans ce cas, il faudra adopter le CV, pas chronologique, mais le CV fonctionnel. Le Oui, CV fonctionnel, fonctionnel. vous mettez en avant votre motivation et votre intérêt à apprendre quelque chose de nouveau, mais sur le terrain. Parce qu'il y a l'apprentissage académique au niveau de la formation, mais aussi l'apprentissage sur le terrain. Donc, ça veut dire, vous sentez que vous avez des aptitudes et que avec une formation,
vous allez pouvoir le faire. Je pense que quand on va dans le domaine des téléconseillers, c'est quelque chose qui se fait. Il y a beaucoup qui ont fait des formations qui sont autres que vraiment pour être spécialisé à être dans le téléconseiller ou conseiller client. Mais on va faire des formations pour vous aider à comment parler avec un client, comment maîtriser la conversation, ne pas s'énerver quand le client vous parle mal. Là, tu n'as pas, tu peux être médecin ou tu peux être ingénieur en informatique, ingénieur en communication et ceci. Mais il y a ce volet-là, il y a cette formation sur le tas. Donc, il faudrait faire un CV fonctionnel et dans ce CV-là, mettre en avant votre disponibilité à vous former sur le tas ou vos aptitudes naturelles parce que par exemple, si tu veux faire je sais pas, la mécanique, et que, je sais pas, je prends un exemple comme ça, peut-être toi, tu as appris la mécanique avec ton père ou tu es passionné de voiture. Tu écris ça, tu parles de la passion, de la disposition à apprendre, ou tu peux venir apprendre la cuisine sur le tas. Tu dis que tu aidais ta maman à faire la cuisine, tu as toujours eu de l'intérêt pour ça, mais tu n'as pas fait une formation dans ce domaine, mais aujourd'hui, tu aimerais bien apprendre. Et il va te dire, OK, tu peux venir, tu vois, il est à son fast-food et tout, et vous faites ensemble. Beaucoup de gens font des stages à McDo en Europe même s'ils sont étudiants à autre chose, en fait. Donc, Gamayel peut ajouter le temps que je regarde les autres Oui, questions. oui, je peux aussi ajouter à cette Oui, question. Marco, vas-y, s'il te plaît. D'accord. Moi, je pense que la question de pouvoir changer de formation ou d'expérience et se retrouver dans un domaine avec zéro expérience, c'est pas un handicap. Si nous prêtons attention aux appels d'offres, le plus souvent, les recruteurs, au niveau un peu en bas, après les responsabilités ou les tâches exigées, et ils mettent, par exemple, 0 année d'expérience. Dans ces cas, les recruteurs veulent tout simplement faire appel à tous ceux qui sont motivés. Même si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez pas de formation dans les domaines exigés, les recruteurs ont déjà prévu une session de formation, comme la CGL vient ici de le dire. Voilà. Et pour la personne qui a posé cette question, votre motivation va compter beaucoup plus. Et dans ce cas, aujourd'hui aussi, je voulais aussi, comment dirais-je, accentuer, même s'il y a les CV chronologiques, antichronologiques ou fonctionnels, le plus souvent, il y a des personnes qui préfèrent mettre en avant leurs compétences sans pourtant dire, voilà, j'en ai 4 ans d'expérience de telle année ou telle année. Votre compétence pourra, en quelques mots, ouvrir l'esprit du recruteur et savoir qu'est-ce que vous faites réellement, qu'est-ce que vous savez faire réellement. C'est pour cela, je pense que c'est Gamaël disait au commencement, il y a plusieurs sortes de CV. Il y a des CV où au commencement, peut-être après les titres, il y a, je vais dire, un texte qui va pouvoir résumer tout votre CV. Supposons que vous êtes un responsable commercial. Vous pouvez dire tout simplement, moi, responsable commercial, j'ai travaillé durant telle année dans un tel domaine, j'ai fait ça, ça, ça et cela. Donc, les recruteurs, des fois, n'ont pas besoin de voir les restes qui est mentionné au niveau de votre CV. Le fait de voir tout simplement que vous êtes un agent commercial, vous faites les impôts, expos, tout de suite, il va se dire, oui, c'est cette personne à qui nous avons besoin. En fait, je pense que les années d'expérience aujourd'hui ne peuvent pas être un handicap. Et aussi, il faut le savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette ère qu'on appelle la reconversion professionnelle. Il y a des gens qui peut-être ont travaillé pendant 15 et 20 ans, je vais dire, mais qu'après ont choisi de changer de domaine. Voilà, professionnel, ils vont se retrouver à 0 année d'expérience. Donc ça, c'est tout à fait normal et les employeurs ou les recruteurs sont conscients que une fois qu'ils trouvent un CV, par exemple, la personne a travaillé dans tel domaine et le domaine exigé n'a aucune expérience, c'est juste question d'adaptation et cela ne pose aucun problème. Votre motivation va compter beaucoup plus. Merci. Merci. Je vais répondre. Il y a deux questions qui se ressemblent selon moi. Michel qui demande comment répondre devant un recruteur qui veut savoir pourquoi vous avez changé de parcours. Et Richard qui demande comment répondre au recruteur quand on te pose la question pourquoi vous voulez travailler pour cette entreprise. Dans les deux cas, il faut répondre au pourquoi en fait, parce que quand tu changes de parcours, tu sais pourquoi tu as changé de parcours. Et c'est la sincérité que le recruteur veut évaluer. Et donc, il faut lui dire, parce que chacun
et je ne peux pas donner une réponse standard parce que chacun sait pourquoi il a changé de parcours. Tu peux dire que certains n'étaient pas passionnés par la filière qu'ils avaient choisie avant et ils ont vu que c'est avantageux pour eux d'ajouter une autre formation et c'est pour cette raison qu'ils ont changé de parcours. D'autres, c'est parce qu'ils ont une fibre il y a des nouveaux métiers qui sont venus et ils se disent que pourquoi pas. Et pourquoi vous voulez travailler pour cette entreprise? Oui, ça, c'est une question qu'il faut répondre, hein. Parce que quand tu postules une offre, il faut savoir pourquoi tu veux travailler dans cette entreprise. Ce n'est pas moi qui vais te dire. Mais ne réponds jamais pour avoir de l'argent, même si c'est ça le but, en fait. On veut tous avoir l'argent et notre salaire, mais ce n'est pas ça qu'il faut répondre. Il faut savoir le pourquoi. Tu veux dire, pour apporter mon expertise par rapport, ou tu peux dire, la vision de cette entreprise me parle, ça répond à mes valeurs, à mes standards, parce que je vois que cette entreprise est active ou active au milieu des jeunes, dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, je ne sais pas, ça dépendra de l'entreprise. Il faudrait que ces réponses cadrent avec les visions et les missions de l'entreprise. Mais c'est important de connaître. Ça, c'est une question à laquelle il faut se préparer avant d'aller à l'entretien. Maintenant, on dit concernant la prétention salariale. Marco, tu pourras ajouter, je lis juste cette dernière question. Concernant la prétention salariale, comment faire pour trouver la bonne fourchette? Généralement, ceci n'est pas mentionné sur l'offre et sur le site. Pour la bonne fourchette, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut se documenter par rapport à son domaine. Si il y a une convention, s'il y a la convention des communicants, la convention des ingénieurs informaticiens, il y a la grille. Maintenant, s'il n'y a pas dans le pays où tu es, dans les pays européens, il y a une grille standard. Par exemple, en Europe, il y a une fourchette standard pour chaque type de métier. Tu peux te référer à cela et voir la réalité de ton pays et ajuster. Et si c'est quelque chose, tu cherches des personnes qui travaillent déjà dans le domaine, tu essayes de les sonder. Les gens ne donnent pas forcément leur salaire parce que c'est quelque chose, une information assez privée. Mais tu peux demander la fourchette avant à la personne de dire, ah, j'aimerais aller faire un entretien d'embauche. Quelle peut être la prétention salariale? Il faut se documenter dessus et avoir la bonne fourchette. C'est toujours possible de l'avoir. De plus en plus, dans le code du travail, ben, ça c'est en Europe, on oblige maintenant les recruteurs à mentionner eux-mêmes la prétention salariale, dans la fourchette. Donc, quand tu viens postuler, tu sais déjà quelle est la fourchette. Donc, ce n'est plus à la charge de celui qui postule. OK, je passe la parole à Marco qui voulait ajouter quelque chose. Oui, oui, merci. Je voulais ajouter la question d'abord, pourquoi vous avez choisi notre société? Voilà. Donc, les sociétés aussi attendent des candidats pour pouvoir vendre leur société, en fait. C'est comme une sorte de promotion. Nous allons prendre un exemple pratique. On vous pose cette question, vous pouvez dire, bon, selon ma connaissance, je sais très bien, je vais prendre une société ici au Maroc, peu importe. Selon ma connaissance, Marjane, par exemple, est la première dans le domaine de telle ou telle chose, n'est-ce pas? De telles choses. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé aussi à postuler vers vous. Et aussi, il faut aussi mentionner toujours, dans le cadre de mes ambitions professionnelles ou futures, j'aimerais arriver à un cadre tel dans le domaine tel. Et voyons les personnels des Marjane, par exemple, il y a une évolution. Il y a une évolution, les employés de Marjane, parce qu'il y a ça, on fournit ça, il y a un cadre de formation, on fait ça et cela au personnel de Marjane. Tout cela, ça va amener les recruteurs à savoir que non, ce candidat, il est bien informé sur notre société. Ça veut dire que ses ambitions professionnelles est beaucoup plus important vis-à-vis de ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense qu'on nous a posé la question, pourquoi vous avez changé votre poste pour venir vers nous? Moi, je pense que la réponse idéale toujours est de dire quelles sont vos ambitions futures dans le cadre professionnel. C'est de pouvoir exceller, c'est de pouvoir aller au-delà. Parce que chaque recruteur sait tout à fait qu'un employé, la tendance est de pouvoir monter et de pouvoir exceller et non rester de manière statique. C'est une réponse voilà, très claire. Et aussi, je vais dire, un élément pour savoir répondre aux recruteurs, c'est de toujours lancer la balle ou faire retourner la balle ou la parole aux recruteurs vis-à-vis de la question qu'on nous a posée. Et nous répondons de cette manière, c'est lorsque nous ne sommes pas sûrs réellement de la question qu'on nous a posée. Et là, je vais enchaîner avec la question de la personne qui disait concernant la fourchette salariale. Le plus souvent,
lors de l'entretien d'embauche, peut-être on n'a pas la connaissance réellement combien peut toucher un technicien spécialisé. Donc, pour retourner la parole au recruteur, je peux le dire, moi, selon mes prétentions salariales, je peux être payé selon la grille existante au niveau de votre société concernant un technicien spécialisé. Là, vous passez déjà la parole à lui. Et aussi, vous pouvez ajouter, je peux être payé en fonction de votre grille salariale pour un technicien spécialisé, tout en tenant en compte de mes expériences professionnelles et de mon parcours. Là, vous voulez dire au recruteur qu'à part la grille salariale existante là-bas, vous pouvez aussi augmenter en tenant en compte mon expérience, tout ce que j'ai fait. Là, il peut même tourner la tête, oui, c'est ça, c'est ça. Parce que le recruteur, il te connaît déjà. Pendant que tu parles, il sait déjà combien tu peux toucher et combien il peut te proposer. Il te pose juste des questions, c'est la formalité. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu apporter aussi des éléments de réponse. Merci. Merci Marco, c'est très clair. On a eu une contribution aussi en inbox. Lors d'un entretien d'embauche, il est important d'éviter de s'exprimer dans le langage familier. Il faut privilégier des phrases simples, concises et claires. Donc, c'est un peu ça. Et je pense qu'on va clôturer. On a déjà 10 minutes de retard. Et Matata, ma question, t'as pas répondu, hein? C'était pour LinkedIn, non? Allô? Oui, est-ce que tu as répondu? Je n'ai pas entendu. Peut-être c'est la partie où je couchais, peut-être, Ilan. Ok, d'accord, je vais répondre à nouveau. J'ai dit pour LinkedIn, lorsque on ne travaille pas, de toute façon, on a déjà notre CV qui est là. LinkedIn, c'est un espace où on met déjà notre CV. Ça veut dire les informations sont notre CV. L'arborescence de LinkedIn te permet d'introduire ces informations-là de manière designée à leur niveau. Tu mets déjà ces informations de base-là, de telle sorte que si quelqu'un te cherche sur LinkedIn, il peut savoir ce que tu fais, ton niveau d'études, tes expériences, où tu as eu à travailler. Et le fait que tu ne travailles plus, ce n'est pas un problème. C'est comme si ton CV est en stand-by juste. Et là, il faudrait que sur ta page LinkedIn, tu te documentes sur les choses qui ont trait à ton domaine. Par exemple, si tu es dans la communication, il y a des professions en communication qui publient des articles. Tu vas lire ces articles-là, tu vas aimer ces articles, tu vas les repartager à ton réseau. Ça fait que ta page LinkedIn est vivante et on voit des domaines d'activité. Maintenant, si c'est un Ah autre ouais, je vois. domaine Je vois. d'entrepreneuriat, tu partages. Mais c'est juste pour que sur LinkedIn, tu ne sois pas en train de partager le post de ta copine qui a fêté les 10 ans de son fils, en fait. C'est pas là-bas qu'on va retrouver ça. Pour faire simple. Oui, LinkedIn, je comprends, ouais. Je suis moins on active sur partage. LinkedIn, mais je vais commencer à... Voilà, essayons d'alimenter nos réseaux LinkedIn. Et nos photos sur LinkedIn, c'est comme la photo sur le CV. Mettons des photos professionnelles sur LinkedIn, pas de selfie. Non, on essaye d'avoir une photo professionnelle où notre visage est lisible et bien. Notre face n'est pas très méconnue. Que s'ils te voient, ils voient la photo, ils te voient, c'est toi. Donc, vraiment, ces photos professionnelles, c'est là où on prend sur les photos avec les bras croisés, les ceci. Vous pouvez faire un shooting, ou si ce n'est pas l'argent pour faire un shooting professionnel, prenez juste une photo, demi-carte photo tranquille, et vous mettez sur LinkedIn. Voilà, c'est aussi ça, aussi notre carte Ok, digitale. Voilà. Ok, nous sommes merci, c'est gentil. de rien. Merci à vous tous. Nous sommes à 21h42. Il y a une dernière question sur Ok, vas-y. peut-être, c'est J'ai pas vu la question. comment faire pour se valoriser sur un CV lorsqu'on n'a pas assez d'expérience professionnelle. Vas-y, Gamaï, réponse, s'il te plaît. OK. Donc, comme j'avais dit en amont, au cas où la personne n'a pas d'expérience professionnelle, ce qui peut le valoriser, c'est au niveau des compétences. Donc, mettre en avant les compétences, ce qu'on sait faire, et essayer juste de l'adapter par rapport à l'offre. Sinon, c'est tout, hein. Il y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. C'est juste maximiser concernant les compétences, mettre ça en valeur. D'accord, merci. Vous pouvez, on vous offre la possibilité d'envoyer vos CV pour avis. Vous pouvez envoyer, Gamaïa, tu peux mettre l'adresse de Aléga dans le chat, s'il te plaît. Gamaïel on pourra vous faire un retour sur ce qu'il faut corriger ou autre. Et s'il y a le temps, peut-être on pourra designer pour vous, mais d'abord pour faire le feedback, ça, on peut s'engager parce que l'idée, comme on avait décidé de le faire en présentiel, on voulait vraiment accompagner par des séances, que chacun puisse avoir un CV standard
qu'il peut postuler avec le maximum de chances, répondre aux critères ATS et tout ce qu'il faut avec. Donc, il y a l'adresse email qui va être partagée. Ceux qui le veulent, ça sera vraiment de manière professionnelle et anonyme. On ne va pas partager vos CV à qui que ce soit. On va traiter au cas par cas et on pourra vous donner nos feedbacks et nos conseils. Et c'est ça ce qu'on peut faire pour vos CV respectifs. Voilà. Et pour le reste, il faut bien lire les offres et voir en fonction, parce que, par exemple, on a parlé des modèles de CV. Les CV canadiens ne sont pas les mêmes que les CV en Europe ou en France ou en Afrique. Les Canadiens ont un domaine spécifique, les Américains aussi. Donc, quand tu vas postuler là-bas, ce sont les mêmes informations, seulement la hiérarchisation ou le design. Par exemple, les Canadiens, ils n'aiment pas les CV trop designés. Donc, déjà, la photo, c'est éliminé. Tout ce qui est beau là, non, non, ils veulent seulement deux couleurs et ce que tu sais faire, ce point bas, parce qu'ils disent qu'ils veulent que ça soit neutre, le plus neutre possible. C'est un peu ça qu'on peut ajouter. Donc, voilà les deux contacts. Il y a contact@legaagence.ma et gmlobambi@gmail.com. Sur ce, nous allons clôturer notre séance. Je vais demander à qui de prier pour nous. Je ne sais pas si le frère Dan de Kenitra a la possibilité d'ouvrir son micro, s'il peut rendre grâce à Dieu pour nous. Comme on a expliqué au début, nous savons que les participants ne sont pas que de notre assemblée de l'église EAM où on a partagé l'info, c'est pour tout le monde, mais on souhaitait vraiment, parce que c'est le Seigneur qui nous a mis ça à cœur, on a prié pour commencer, on va prier pour clôturer. Donc, c'est juste pour préciser cela. Voilà. Donc, si le frère Dan, si c'est possible pour lui d'ouvrir son micro et rendre grâce à Dieu, ce serait bien. S'il est dans une position où il peut ouvrir son micro, mais je ne pense pas. Si ce n'est pas le cas. Ah oui, c'est le cas. OK. Frère Dan, tu as la parole. Prions. Dan, ton micro ouvert? Oui, voilà, vas-y. D'accord, j'espère que vous m'entendez. Oui, là, on t'entend. OK. Je disais merci beaucoup en tout cas pour cette formation aussi riche. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne pense pas qu'il y a de hasard dans le Seigneur. C'est que ça a un but. On a commencé par la prière, donc on va finir par la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir pour cette formation, Seigneur, sur comment postuler à l'offre d'emploi. Nous savons que ta parole dit qu'en toi, il n'y a pas de hasard. Tout ce que, Seigneur, tu fais a un but. Et Seigneur, si tu as permis que cette formation, Seigneur, inspirée par toi, soit donnée ce soir, c'est pour un but, oh mon Dieu, mon roi. Je te bénis déjà, Seigneur, pour tes enfants qui ont obéi, Seigneur, à cette voie, qui ont mis en place tout ce qui est nécessaire afin que cette formation, Seigneur, puisse avoir lieu. Toi qui bénis, Seigneur, l'obéissance, que tu puisses, Seigneur, te souvenir d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Mais Père, je prie également, Seigneur, pour nous qui avons participé. S'il y a des portes qui doivent s'ouvrir devant nous, Seigneur, merci parce qu'à vous gérer ce soir, tu nous as convoqués. Je prie afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui oublient, oh mon Dieu. Mais je prie en même temps que nos esprits, Seigneur, soient alertés, Seigneur, éveillés afin, Seigneur, de saisir tout ce que tu vas nous donner maintenant comme opportunité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes d'emploi, Seigneur, nous soient ouvertes afin que nous puissions, Seigneur, réussir à aller là où est-ce que tu veux nous amener. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette soirée que tu as rendue possible. Merci, Seigneur, pour ces informations que nous avons reçues. Et merci, Seigneur, pour les portes qui vont commencer maintenant à s'ouvrir. Nous allons avoir des témoignages comme quoi nous avons réussi à gérer à nos offres d'emploi au nom de Jésus. Nous te bénissons pour la soirée qui s'annonce, Seigneur. Que ta paix soit avec nous, que ta grâce nous accompagne, oh mon Dieu, mon roi. Nous te disons, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la considération à toi et à toi seul. Nous t'avons ainsi prié, nous sommes exaucés. Nous disons tous Amen. Amen, amen. 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 Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Que Dieu vous Bonne bénisse. soirée. Merci à vous. Merci, ma tata. God bless. God bless.